Radio Open FM présente Coachez-vous, votre rendez-vous conseil en développement personnel. Laurence Moreau, coach afro-mental, vous accueille pour 1 heure de conseil et apprendra à oser pour que tout devienne possible. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bonsoir Joachim. Bonsoir Laurence. Comment vas-tu ? Bien, en forme. Oui, ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu dans ce studio. C'est ça, moi ça me manquait. D'ailleurs je suis revenue aujourd'hui en mode touriste. J'ai oublié tout, j'avais oublié les musiques, j'ai oublié ma clé USB, mais j'ai tout oublié. Donc heureusement que tu n'as pas oublié de venir. J'ai pas oublié de venir, c'est déjà bien. Alors j'ai plus ou moins ma tête avec moi, de là à dire qu'elle est complète, on va voir. Mais bon, on va faire ce qu'on peut, on va faire du mieux qu'on peut. Alors, première émission depuis le mois de mars. Ça fait longtemps, ça fait du bien. Voilà, il était temps de pouvoir récupérer un petit peu le côté vrai, le côté humain de la radio. Et aujourd'hui, en fait, je ne suis pas venue seule. Je suis venue avec un invité. Et alors, c'est assez amusant parce que j'ai troqué un Quentin contre un autre. Ah c'est bien. Oui, ça, parce tu risques pas de tromper. C'est ça, parce que évidemment, si toi tu es à la technique, c'est que Quentin n'y est plus. Parce que, comme je l'avais expliqué la dernière fois, Quentin, il a repris les études et voilà. Et donc, du coup, maintenant, c'est terminé. Le lundi, il est plus là. Il sera toujours présent quand je ferai des émissions parfois enregistrées, puisque là, à ce moment-là, il fera la technique avec moi. Mais sinon, c'est toi qui vas t'y coller. Voilà. Tous les jours. Et donc, je me suis dit que j'allais prendre un invité aujourd'hui pour continuer notre émission dans le style parlez-nous de vous et surtout de votre vie et de qui vous êtes. Et j'ai la chance d'avoir comme invité aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir comme invité aujourd'hui Quentin Bouillat. Bonsoir Quentin. Bonsoir Laurence. Alors Quentin, je ne vais pas te tutoyer, te vouvoyer, parce que fatalement on se connaît, donc autant... On va pas faire semblant. On va pas faire semblant, j'aime pas. Et puis de toute façon, ça va vite fourcher à un moment donné, donc ça va pas faire vrai. Donc en effet, Quentin, on se connaît, on va expliquer un peu comment. Mais surtout, moi, je t'ai invité dans l'émission aujourd'hui parce que tu as un métier dont on parle quand même beaucoup à l'heure actuelle. Et tu as surtout un parcours de vie un peu particulier. Et j'ai compris que la France, c'est bien, mais le reste du monde, c'est pas mal aussi. Et que tu avais décidé d'aller un peu voir très loin ce qui s'y passait aussi au niveau professionnel, en tout cas. Et donc l'idée, c'est qu'on va parler de toi, de ton boulot, de ta vie, Bon, tu vois, tu as vu le fauteuil là, sur lequel tu vas pouvoir te coucher. Vas-y, heureusement qu'il y a un divan. Voilà, c'est ça. Parle-nous de toi. Donc l'idée, c'est vraiment que tu parles de ton métier qui est... Tu es apiculteur. Voilà, apiculteur. Donc on va parler des abeilles, on va parler du soleil, on va parler du miel et on va parler de plein de bonnes choses, mais surtout on va parler de l'homme derrière le métier, de qui tu es réellement, de comment tu es devenu apiculteur, parce que je ne pense pas que tu as fait des études d'apiculteur à la base. Même s'il en existe. Voilà, même s'il en existe. Donc on va un peu parler de tout ça, on va balayer tout ça. Et surtout, on va passer un bon moment. Voilà. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Et avant de faire un peu plus connaissance avec toi, en parlant de soleil, j'avais envie de vous amener, chers auditeurs, chères auditrices, tout le soleil possible. Et avec l'actualité qui se passe pour l'instant, évidemment, je ne pouvais pas moi-même amener le soleil en tant que bonne Belge autrement que en rendant hommage à Annie Cordy. Ouais. Et donc, Joachim, peux-tu nous passer Annie Cordy avec Si j'étais le soleil ? Voilà, petit moment de belgitude, petit moment de douceur dans ce monde de brut, on peut le dire comme ça, avec tout ce qui se passe pour l'instant. Et donc, soleil, abeilles, apiculture, miel. Oh, la transition, franchement, je te jure que je ne l'ai même pas fait exprès en plus. Que de douceur. Que de douceur, voilà, que de douceur. Donc, Quentin Bouillat, qui êtes-vous ? Qui es-tu ? Parle-nous de toi. Qu'est-ce que tu dirais de toi ? Voilà. Qui es-tu ? Comment te définirais-tu ? Donc, Quentin Bouillat, c'est déjà prénom et nom. Je suis apiculteur à Saint-Sulpice-les-Feuilles. C'est une petite commune au nord de la Haute-Vienne. Pour synthétiser qui on est, c'est pas facile, effectivement. Je dirais que j'ai eu la chance de grandir dans un joli cadre de verdure, dans le moulin de mes grands-parents, ce qui m'a donné le goût de la nature et de la biologie, études que j'ai faites pendant 5 ans. Et ensuite, j'ai commencé à pas mal voyager. Donc, j'ai vécu 1 an et demi en Australie, 2 ans à Londres, pour ensuite revenir à mes racines dans le moulin familial.
Voilà, donc la synthèse, je dirais, je suis à la fois rêveur, voyageur, mais aussi pragmatique et entrepreneur. C'est ça. Donc nous, on se connaît en fait par les DCF, donc les dirigeants commerciaux de France, où on s'est rencontrés il y a quelques mois maintenant. Et c'est vrai que quand tu t'étais présenté là-bas aussi, et en discutant avec toi lors des soirées, c'est ce qui me plaisait, c'est ce côté, je pars en Australie, je pars à Londres, je vais me promener, et puis au final, je reviens sur mes racines. Alors c'est vrai que moi, je suis passée, j'ai jamais visité ton moulin encore, mais par contre, je suis passée te déposer des documents il n'y a pas longtemps. Et c'est frustrant de savoir d'ailleurs que tu es passé et j'ai pas assez sans dire bonjour. Non, je plaisante, c'est vrai que j'étais occupé, mais il ne faut pas hésiter. Et moi, je courais comme d'habitude, ouais. Donc, mais je passerai, il ne faut pas croire. Avec plaisir. Vraiment un moment où je pourrais me poser, quoi. Et c'est vrai que quand tu dis nicher dans un petit coin de verdure, c'est vraiment ça. D'abord, il faut le trouver, parce que c'est vrai que c'est en contrebas, c'est très très beau. Et ça inspire vraiment la sérénité. Quand je suis arrivée, que j'ai vu le bâtiment et le petit pont, le cadre, je me suis fait oh waouh, on a envie de se poser là, tu vois, de se dire allez hop, on prend. Et c'est le fait d'être parti à l'étranger en fait. Qui m'a donné d'autant plus envie de revenir, parce que en revenant de l'un de mes périples, je me suis dit mais bon sang, quand on grandit quelque part, on ne se rend pas bien compte de la chance qu'on a, et c'est seulement en revenant que j'ai pris conscience de cette bulle de verdure et de ce potentiel familial et patrimonial qu'il y avait et qu'il fallait continuer de faire revivre, quoi. Voilà. C'est ça. C'est un peu la chanson de Francis Cabrel. Alors c'est quoi, Joachim, c'est toi la musique, c'est quoi attends, il a fait le tour du monde je retombe pas sur le terme. Ça va me revenir. Toi, quand on dit il est autour de son arbre, il a fait le tour du monde, et puis tout compte fait, c'est quand il est revenu qu'il s'est rendu compte qu'il était bien chez lui. Mais je ne sais pas. Si quelqu'un chez les auditeurs veut bien nous aider, merci beaucoup pour cette référence, Laure. Ça va me revenir. À un moment donné, il va y avoir l'éclair de génie qui va revenir. Donc, c'est vrai que c'est important de se dire les racines, comment tu as été élevé. Tu le dis en plus, c'est le moulin de tes grands-parents. Donc, il y a tout ce côté transgénérationnel. Et au départ, est-ce que c'était un moulin farine, quoi, ou est-ce que c'était déjà un endroit où on faisait de l'apiculture? Alors, on y faisait un peu d'apiculture, puisqu'effectivement, mon grand-père avait des ruches. Et c'est d'ailleurs avec ses livres et le matériel qu'il a laissé derrière lui, parce que je ne l'ai jamais connu, il est mort quand j'avais 3 ans, mais que j'ai commencé l'apiculture. C'est un peu, grâce à de la vieille cire qui restait au moulin, des odeurs, que je me suis un peu pris au jeu. J'ai commencé par fabriquer des bougies en cire d'abeille, et puis petit à petit, je me suis pris au jeu. Mais non, effectivement, le moulin, c'était un moulin à farine, pour répondre à ta question, un moulin à eau, donc sur une rivière qui s'appelle la Chaume, qui est dans le nord du Limousin. Et ce moulin à farine s'est arrêté en 88, mais il y avait, au-delà de la production de farine, toute une polyculture élevage, ce qu'on appelle, c'est le terme technique pour dire qu'en fait il y avait des vaches, des cochons, des moutons, de la volaille, un petit peu de céréales, un petit peu d'herbe et quelques ruches, voilà. Et donc c'est de ces quelques ruches que j'ai démarré l'activité. D'accord. Et maintenant les quelques ruches sont devenues combien de ruches? Ça s'est un petit peu emballé. De une, je suis passé à 5 au bout de une quinzaine d'années en tout d'apiculture. Voilà, une cinquantaine pendant plusieurs années où j'étais à l'étranger. C'est mon frère qui a pris la relève pendant que je vivais à l'étranger sur cette cinquantaine de ruches, et d'une cinquantaine en 2015. Donc je me suis mis à plein temps, à échelle professionnelle. Je suis passé à 200. Et aujourd'hui, 350. Voilà. Mais je suis en vitesse de croisière et c'est déjà pas mal d'occupation pour quelqu'un de seul. Oui, mais j'imagine bien, parce que en fait, tu travailles avec une équipe, j'imagine. Tu t'occupes pas tout seul de tes 300 ruches. J'ai pas de salariés, mais j'ai des entreprises locales qui m'aident. Par exemple, j'ai des saisonniers qui viennent m'aider aussi, et qui viennent du mois de mars au mois d'août pour tous les travaux principaux que je pourrais détailler plus tard de travail de la ruche, mais aussi un ami paysagiste qui lui-même a des ruches, qui fait l'entretien, le débroussaillage de tous les ruchers. J'ai un ami graphiste qui me conseille énormément pour mes étiquettes. Donc voilà, finalement, ça, même si ce ne sont pas des salariés directs, ça crée une équipe, puisque c'est des professionnels, mais qui sont des entrepreneurs en prestation de services. Et mine de rien, c'est des gens qui me suivent pour la plupart depuis 2015. Ouais. D'accord. Alors, tes études, on l'a dit, donc biologie. Au départ, Quentin, le petit garçon,
tu te destinais à quoi en fait? Tes rêves d'études, c'était quoi, ou de métier plus tard? Tu voulais faire quoi quand tu étais petit? Quand j'étais petit, je me demande si je suis grand d'ailleurs, mais les eaux et forêts, ça m'intéressait. Je me souviens, avec un copain, on passait beaucoup de temps à faire des barrages dans les rivières, des cabanes dans les arbres, etc. Donc eau et forêt, ça coulait de source, si je peux me permettre, Oui. pardon. Et du coup, c'est vrai que je pensais beaucoup à des études d'environnement. Finalement, ça s'est dessiné rapidement. Même s'il n'y avait pas de métier clair, c'était en rapport avec la nature, parce que j'ai toujours été passionné des petites bêtes qu'il y a dans les cours d'eau, des insectes, des larves, de la botanique, des fleurs, des arbres. Donc finalement, la biologie théorique m'a orienté vers un métier pratique. Mais aujourd'hui, c'est une forme de biologie appliquée que je fais, même si c'est... Enfin, je ne me prétends pas être dans la recherche appliquée, mais... Je suis dans les trouvailles appliquées, on va dire. Voilà. Ah, j'aime bien ce terme-là. Alors, ça me fait bien rire parce que en coaching, en fait, on a tendance à parler de ce qu'on appelle l'effet miroir. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. Alors, l'effet miroir, c'est quoi? C'est quand tu travailles avec quelqu'un qui a une problématique ou qui arrive avec un questionnement et qu'en fait, ce questionnement est le même que le tien. Et ça arrive tout le temps. C'est un petit peu dans le genre, ça clignote au-dessus de ta porte, tes problématiques, tu vas avoir les mêmes clients qui arrivent avec les mêmes problématiques. Et en fait, ça me fait rire parce que moi, mes études, à la base, je suis biochimiste aussi. D'accord. Ouais. Tu vois, j'ai fait des études de bio, donc c'est vrai que ça m'avait bien fait rire quand on en avait, quand j'avais vu ton parcours, de me dire comme quoi la bio mène à tout, même à la radio, comme quoi, tu vois, c'est toujours intéressant. Et c'est vrai que ce côté technologique, comme tu dis, passer de la théorie à la pratique, c'est ce qui est de chouette. Et puis bon, les sciences évoluent tout le temps. Ce que moi j'ai appris à l'école, mon Dieu, c'est dépassé depuis bien longtemps. Et surtout, si on me remettait maintenant dans un labo, je crois que je me retrouverais bien bête. Mais c'est vrai que c'est important de pouvoir garder l'âme, comme tu disais, de partir de tiens, j'aime la nature, j'aime la forêt, je veux travailler dans ce domaine-là. Et au final, maintenant, tu es en plein dans ton élément, entre guillemets, quoi. Ceci dit, c'est vrai que même si moi aussi, je me retrouvais dans un labo où j'ai été avant, moi aussi je serais dépassé comme toi d'ailleurs, tu le disais, mais ça donne quand même des bases assez importantes qui permettent dans le métier de savoir lire des analyses de miel, bien comprendre la botanique, les floraisons, l'étude des sols, de l'air, de l'eau. Enfin, c'est vrai que je les applique à ma manière, ces études. Donc il y a beaucoup de choses que je n'utilise pas, mais ça donne quand même des bases qui nous permettent d'aller chercher les informations, de savoir où aller chercher des informations rapidement quand on a des doutes, puisque le miel c'est quand même un produit alimentaire, donc on a la responsabilité de vendre un produit à des consommateurs. Il faut être capable derrière de présenter des analyses et de savoir interpréter les analyses des labos qu'on nous donne. Voilà. Donc, on va rassurer très vite tous les étudiants qui recommencent aujourd'hui en leur disant, donc quand les profs vous parlent de quelque chose, que ça, vous avez l'impression qu'en fait, ça ne sert absolument à rien. Un jour, plus tard, peut-être, dans 20 ans, vous vous rappellerez de ce cours-là en disant, ah, mais tout compte fait, ce truc-là, ça peut servir. Ça a une utilité quand même. Et c'est vrai que c'est important parce que là, je reviens sur, en effet, moi, c'est mon cheval de bataille, de me dire, l'enseignement, c'est bien, la culture générale, c'est bien, les connaissances, c'est bien, mais c'est surtout qu'est-ce que tu en fais dans le coaching. Quand moi je travaille en coaching, c'est ça. C'est pas pourquoi tu étudies ça, mais c'est surtout qu'est-ce que tu vas en faire. Et comme tu l'as dit, tu as fait tes études et qu'est-ce que tu as gardé de tes études? Y a des choses dont tu n'as absolument pas besoin. Tu mets de côté dans un coin de ta tête le jour où potentiellement tu sais que ça y est. Mais par contre, c'est d'aller rechercher toutes les infos et d'aller trier l'essentiel de l'information dont tu as besoin. Et ça, je pense que c'est une des capacités de l'être humain vraiment qui est très importante et qu'il faut surtout utiliser. Alors, parle-nous de l'Australie. Qu'est-ce que tu es allé faire en Australie? Ah, c'était un concours de circonstances assez curieux. J'ai terminé dans une réserve naturelle qui était vraiment perdue en plein milieu du bush australien. Et en fait, c'était un stage de licence professionnelle à l'origine, que j'ai réussi à dégoter par l'intermédiaire de quelqu'un que j'ai rencontré sur un chantier de restauration de plans d'eau. En fait, un cours d'eau sensible, c'était pendant mes études à Tours. Il m'a dit, je reviens d'Australie, j'ai été faire du bénévolat dans une réserve naturelle, je te laisse ma carte que j'avais gardée sous le coude. Et d'ailleurs... je l'ai gardée en souvenir, cette carte, parce que finalement, elle est importante, parce que depuis, je travaille beaucoup par réseau. J'aime beaucoup garder le contact avec les gens, que ce soit en perso ou en pro. Et ça a été une des premières cartes de visite que j'ai gardées. C'était en 2003, je me souviens. Et j'ai toujours tout gardé, tous mes contacts, quoi. Et c'est
j'ai pas toujours beaucoup de rigueur dans le boulot, mais la rigueur des contacts, je l'ai. Et donc, pour revenir à ta question, sans trop m'écarter, cette personne m'a dit, voilà, je reviens d'une réserve naturelle qui s'appelle la Gloupot réserve. Gloupot, pot de glu, on l'aura facilement compris. Pourquoi ? Parce que quand il pleut là-bas, en fait, la terre glaise est tellement meuble qu'on s'en colle partout. Voilà, pour l'origine du mot. Et comment j'ai réussi à me décider à partir en Australie ? C'était mon stage de validation de licence pro. C'est parce qu'en fait, j'étais assez perdu, voilà, une petite déception amoureuse d'adolescence, rien de bien grave, mais je me suis dit, bon, j'ai plus grand-chose à perdre. Le grand cliché, quoi. Voilà, non, mais c'est classique, mais c'est pas mal, et donc ça apprend à rebondir. Et finalement, il y a un bar, je faisais mes études à Caen, et ouais, dans les bars, il se passe pas mal de choses bien quand même. Et ce bar s'appelait le Gloupot. Et je me suis dit, Gloupot réserve, le bar c'est le Gloupot, bon, c'est bon. Donc j'ai envoyé mon passeport, et puis j'ai fait faire mon visa que j'ai reçu. Et le jour où j'ai reçu le visa, c'était banco, quoi, donc feu, voilà. Et ça, je trouve ça génial parce que c'est vraiment tous ces signes du destin qui, à un moment donné, te disent c'est là que tu dois être. C'est comme ça. Et des choses qui rassurent parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'angoisse parfois dans des choix. Les choix, c'est difficile à faire. Mais quand il y a un petit signe à droite ou à gauche, des fois on se plante, parce que ça m'est déjà arrivé. Mais il y a des fois ça marche. Voilà, en fait, toute plantation est quand même la meilleure manière de pouvoir avoir une super fleur qui va arriver, une super plante. C'est bien vu. Et c'est de se dire, si je ne m'étais pas planté, j'aurais pas appris au moins quelque chose à ce moment-là. Aussi, donc, mais je suis pas, je dirais pas, on va partir dans des grands débats, mais je me considère pas comme croyant en telle ou telle religion, mais les signes, quand même, il y en a des fois, c'est un peu fort quand même, donc faut y faire gaffe. Faut pas oublier que tout n'est qu'énergie, sans parler d'aucune religion justement, à part la religion, je veux dire, de la biologie, tout n'est qu'énergie, et à partir du moment où tu vibres avec une énergie bien précise et que tu as besoin de signes pour te le montrer, voilà. Ouais. Attends, quelle était la probabilité un bar qui s'appelle comme ça, alors que c'est pour aller en Australie, la probabilité, je pense que même en ayant des études de sciences... Le bar où on a l'habitude d'aller avec les copains de licence s'appelle aussi comme ça. Enfin bon, après c'est peut-être moi qui enrobe, mais ce sont des faits. Et c'est très bien. Et donc, tu parlais de choix justement avant. On va faire une toute petite pause musicale. Alors, on va passer, mais d'un côté à l'autre du planisphère. On était en Australie, nous voilà repartis chez les cow-boys de l'autre côté. Ça reste des grandes étendues, ça reste des chevaux à perte de vue. Et là, je vais te laisser annoncer la chanson que tu as choisie, parce que donc je t'ai demandé de me donner 4 musiques qui pour toi sont importantes. Alors, je ne sais pas si on aura le temps de les passer toutes les 4, mais en tout cas 2, ça c'est certain. Et donc, est-ce que tu peux nous parler de cette chanson de JJK ? Pourquoi lui et pourquoi cette chanson ? Rapidement, JJK, la chanson s'appelle Call Me the Breeze. Et en fait, c'est que mes parents sont fans de blues. Et quand j'étais petit, il y avait ce vinyle qui traînait chez moi. Et puis, je me souviens qu'en couverture, il y a un gros raton laveur avec une guitare dans les mains. Et j'adore cette chanson, j'adore la couverture. Donc, c'est parti. Voyage du côté des États-Unis. Et donc, Quentin, on va revenir sur quelque chose. Quand on a préparé cette émission, je t'ai envoyé toute une liste de questions qu'on ne suit d'ailleurs absolument pas. Tu vois. Mais par contre, il y en avait une qui était quand même importante, c'est cette notion de changement, de virage de vie, et surtout de qu'est-ce que ça t'a appris, et comment, tu l'as dit tout à l'heure, j'aime bien la phrase, ça m'a permis de rebondir. Et donc, c'est comment, quand tu t'es retrouvé en Australie, est-ce qu'il y a eu des déclics, est-ce qu'il y a eu des choses à un moment donné qui ont fait que ça a tracé ta voie de ce que tu es aujourd'hui ? Oui, effectivement. En fait, quand je suis arrivé pour mon premier stage là-bas, ils n'avaient pas très bien compris que c'était un stage professionnalisant, qui était pour un diplôme. Donc, c'était quand même assez grave, puisque c'était mon bac plus 3. Et donc, il a fallu que je crée mon propre sujet de stage une fois sur place, alors que j'avais cru en amont que c'était déjà ficelé. Mais en fait, en arrivant, donc je parlais peu anglais. En plus, c'était avec l'accent australien coupé au couteau. Donc, je me souviens que j'avais une petite cahute perdue au milieu de nulle part. Donc, c'était quand même compliqué. Je comptais un peu les jours comme on voit dans les films, les prisonniers. Mais en fait, une des meilleures décisions que j'ai prises, c'était quand même de rester, parce que finalement, à force d'insister, j'ai quand même rencontré des gens avec qui j'ai réussi à ficeler un sujet de stage. Et ce premier stage s'est bien passé. J'ai fait ma visioconférence par Skype à l'époque. Ça se faisait pas trop, mais j'ai réussi à obtenir une dérogation.
D'ailleurs, j'étais le premier de ma promo à partir à l'étranger pour faire un stage dans cette licence, donc j'ai un petit peu ouvert la voie pour les suivants. Donc, bon, je m'en vante un peu, mais je suis assez content de ce truc. Ah bah tu peux. Donc ensuite, j'ai fait un stage facultatif là-bas. Je me suis dit, quitte à être en Australie, autant découvrir d'autres choses. Mais malheureusement, on était plus exploité qu'autre chose. Donc moi, je bossais à côté de gens qui étaient payés $15 net de l'heure. Je faisais le même travail qu'eux. Et j'étais pas du tout impliqué dans la gestion de la faune sauvage ou de ce qu'on nous faisait miroiter. Donc j'ai démissionné. Et j'ai eu un déclic important, c'est quand je me revois encore exactement la cabine téléphonique où j'ai passé cet appel, c'est que j'ai appelé un apiculteur que j'avais rencontré sur un marché peu de temps après mon arrivée en Australie. Je lui ai dit je suis un peu paumé, j'ai plus de boulot, j'aimerais bien rester au pays, est-ce que tu as besoin d'un coup de main? Il m'a dit oui, il y a tout le miel d'oranger à extraire, je suis dans la panade, si tu viens au contraire ça va vachement me dégager de travail. Et là, moi, j'étais fou de joie. Je me souviens encore que ça y est, c'était parti. J'avais réussi à trouver un boulot. Et c'était le premier apiculteur professionnel pour qui j'ai travaillé, qui m'en a présenté ensuite beaucoup d'autres. J'ai travaillé chez une douzaine d'apiculteurs différents dans tout le pays, en Australie après, puisque ça fonctionne par réseau aussi. Et voilà, ce déclic, je m'en souviens très bien. Comme quoi, le hasard des rencontres, hein, en plus du hasard des noms pour aller en Australie. C'est ça. Et c'est en plus des hasards des noms, c'est un Allemand qui avait passé une histoire folle aussi, on ne va pas s'étendre dessus, mais il avait passé le mur de Berlin quand il était jeune. Et son nom de famille, c'était Freebie, donc l'abeille libre. Donc c'est un truc de dingue, quoi. Et j'ai toujours l'étiquette de ses pots de miel, il s'appelait Ziggy Freebie. Non, c'était un sketch, le truc. C'est ça. En fait, l'abeille, ça te poursuit, quoi. C'est pour ça. Qui te poursuit. Un petit peu. D'ailleurs, ça avait commencé par 6 piqûres dans la tête quand j'avais 6 ans. On avait été voir les ruches avec mon père et on s'était approché un petit peu près et j'avais eu un baptême du feu un peu coriace, mais voilà, peut-être que... Et au final, tu as quand même gagné. Finalement, ouais. C'est ça. Et maintenant, tu leur tiens à tête. Oh, elle est jolie, celle-là, elle était facile. Alors, donc on était en Australie et puis après, l'Angleterre. Alors, c'est pas le même climat. C'est pas le même pays, mais c'est quoi cette transition de dingue de l'Australie à l'Angleterre? Ah ben, entre les deux, il y a eu des choses. Donc en fait, je suis rentré en France, j'ai fini mes études, je suis allé à Toulouse un peu pour regarder un peu de soleil. J'ai été salarié pendant 6 ans en France dans différents domaines environnementaux. Je me suis jamais trop éloigné de mes études. Soit j'étais dans les énergies renouvelables ou le milieu agricole durable, voilà, pour synthétiser. Et l'Angleterre, je suis parti de 2011 à 2013 en fait, en VIE, le volontariat international en entreprise, que je recommande à tous les jeunes qui ont moins de 25 ans. Ça permet d'aller travailler à l'étranger avec une partie du salaire qui est payée par l'État. Ce qui permet aux entreprises qui ont envie d'exporter d'être un peu moins frileuses puisqu'elles ont un coup de pouce de l'État, tout en offrant une opportunité à un jeune d'aller bosser dans une entreprise internationale. Donc soit on postule un VIE déjà existant, mais la course-poursuite est très rude, puisqu'il y a beaucoup de postulants, ou soit on arrive avec le dossier et on dit à l'entreprise, on crée son propre VIE. Donc forcément, on est mieux placé pour le faire après. C'est ce que j'avais fait avec une entreprise qui s'appelle l'Assobac, une toute petite PME avéronaise, qui aide à se passer des fertilisants chimiques à partir en fait de bactéries et de champignons qui accélèrent le compostage de toutes les fermes. Voilà, pour résumer. D'accord. Et donc ça, c'était le résumé de mon VIE, mais de comment je suis atterri à Londres, voilà, j'oublie pas les questions, c'est pas facile la radio. Donc j'ai bossé pendant 6 mois en Creuse pour cette entreprise, de ferme en ferme, parce que c'est un complexe de bactéries et de champignons qui fonctionne aussi bien pour les fermes agricoles que pour les jardins ou les terres des collectivités territoriales. Et cette entreprise avait déjà quelques pistes au Royaume-Uni. Et moi, je leur ai dit, écoutez, je reviens d'Australie, je parle bien anglais, je suis motivé pour aller avoir une expérience au Royaume-Uni. Je peux aller continuer les prospects, continuer de travailler avec les prospects que vous avez déjà et vous en créer de nouveaux. Donc, me voilà parti des fermes creusoises. Je me retrouve dans une des antennes de l'ambassade de France dans le centre de Londres, avec un petit bureau assez sympa. Mais la plupart du temps, j'étais quand même en déplacement chez des distributeurs de fertilisants britanniques à qui je montrais tous nos essais en champ de nos travaux pour les convaincre de mettre en place leurs propres essais au Royaume-Uni. Ce que j'avais réussi à faire. Voilà. Alors moi, ça me fait penser à une notion de nouveau de coaching qui est la notion de changement. L'être humain déteste le changement, ça c'est bien connu, mais c'est
comment tu arrives à t'adapter. Voilà, je suis Limousin, je travaille en Creuse, je vais m'adapter au monde de l'Australie, au mode de vie de l'Australie. Je reviens ici, je repars à Londres. Alors l'Australie et Londres, je pense pas que ce soit le même style de vie, la même mentalité et autres. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est quoi les ressources que tu as mis en place, ou en tout cas celles que maintenant tu peux peut-être identifier, que ça a peut-être créé chez toi aussi, de se dire, tiens, voilà, je suis capable maintenant de faire ça. Et tu le disais, je le recommande à tous les jeunes, c'est qu'est-ce que cette expérience t'a apporté? Les ressources, c'est hyper important, c'est la prise de confiance en fait. C'est hyper important en fait, je pense que j'ai eu la chance déjà... quand j'étais enfant et ado, d'avoir des parents qui m'ont fait confiance. Je cite parfois l'exemple, des fois ils me laissaient partir en mobilette, j'allais à Bellac, je faisais 60 km sur la nationale pour aller chercher des poissons parce que je faisais de l'aquariophilie. Mais pour moi, c'était la grande aventure. Partir en mobilette à Bellac, c'est comme prendre l'avion pour aller en Australie, enfin à différentes échelles, mais c'est la même sensation qu'on a dans les tripes. Donc ils me laissaient faire ça, c'était un peu dangereux. Mais quand on réussit à faire un petit truc, on se dit, si j'arrive à faire ce petit truc, je vais en faire un truc un peu plus gros, puis petit à petit, on prend confiance. Donc voilà, je remercie mes parents, je pense, pour la confiance qu'ils m'ont donnée. Et après, une des plus grosses victoires que j'ai eues, c'était à réussir à partir en Australie, à créer ma convention de stage internationale qui n'existait pas, à obtenir le visa, etc. Et fort de ces petites victoires, après... les opportunités, on arrive mieux à les attraper parce que plutôt que se dire c'est trop gros, on les attrape quand même, quoi. Suffit d'essayer. Après, on n'attrape pas tout, c'est sûr. C'est ça. Mais ça permet de faire des grands écarts, comme c'est vrai que de passer des fermes creusoises au centre-ville de Londres, c'était assez extraordinaire. Et puis l'inverse était vrai aussi. Après avoir vécu 2 ans à Londres, revenir à Saint-Sulpice-les-Feuilles dans le moulin familial, c'était tout aussi taré, si je peux dire le mot. Mais bon, on s'amuse bien. Et compliqué certainement au début aussi, même s'il y avait le côté positif des retrouvailles familiales. J'imagine bien que le décalage, il doit pas être triste, quoi. Mais la force, on la trouve, c'est ça, à la fois dans la confiance qu'on nous donne, qu'on se donne, et dans les signes auxquels il faut prêter attention. Il y a plein d'anecdotes aussi en Australie. Je ne sais pas si j'ai le temps ou pas d'en raconter une. C'est que j'ai fait beaucoup d'autostop aussi en Australie. Je suis parti d'Australie centrale pour rejoindre l'Australie du Sud. Et il faut synthétiser parce que ce périple a duré 3 jours à peu près. J'ai dû prendre une dizaine de véhicules différents qui m'ont descendu sur un peu plus de 2000 km. Et puis un des derniers véhicules qui me prend, il me dit on va sur une petite île, ça s'appelle Kangaroo Island, c'est pas une blague, c'est en Australie, c'est une petite île au sud de l'Australie du Sud. Je leur dis super, parce que c'est là que je vais aussi, je dois aller travailler pour un apiculteur qui est le cousin d'un autre pour qui je viens de travailler dans le Nord. Ils me disent ok, tu prends le ferry avec nous, on passe la nuit, on t'invite chez nous, tu dors chez nous et c'est cool. Et puis le lendemain matin, on se dit au revoir, ils me disent on peut te déposer quelque part. Je fais non, j'ai commencé en stop, je finis à pied, pas de souci. Je sors de chez eux. Et la boîte aux lettres d'à côté de chez eux, ils ne me l'avaient pas dit, mais en fait c'était un enfumoir. Et puis il y avait marqué Peter Davis sur la boîte aux lettres, c'était l'apiculteur pour qui je devais bosser. D'accord. Après 3 jours d'autostop, j'avais dormi chez les voisins de cet apiculteur. Donc voilà, c'est un des exemples parmi d'autres. Ah mais c'est génial. Voilà. Alors, on parle d'apiculture depuis tout à l'heure. Et si tu nous parlais un petit peu du métier d'apiculteur, c'est quoi un apiculteur? Alors, on va pas rentrer dans le comment on fait le miel, mais je veux dire, comment tu pourrais synthétiser, allez, je vais te donner 2 minutes 30, de comment tu peux, sur 2 minutes 30, nous parler du miel, de l'apiculture et donc de ton métier. Je vais y arriver. J'ai le téléphone sous les yeux, 1944, allez, c'est parti. Okay. L'apiculteur, c'est quelqu'un qui aime à la fois les abeilles et les fleurs. Donc l'aspect élevage d'abeilles est hyper important. Il faut comprendre comment une colonie d'abeilles fonctionne. Et ensuite, il faut bien suivre son développement, comprendre de quoi elle a besoin et aimer ce qu'on fait. Voilà. Donc ça, c'est une partie élevage importante. Et ensuite, il faut savoir aussi lire le paysage et anticiper la météo. Parce que tout ça, c'est lié. La colonie n'est bien que si son environnement est florissant. C'est le cas de le dire. Donc, en fait, c'est là qu'intervient un petit peu ce que j'avais étudié en botanique et en biologie. Parce que quand on parle de nectar, de pollen, qui sont des produits distincts, de propolis, de gelée royale, de cire, tout ça, c'est des produits nobles de la ruche qui sont vraiment
passionnants à comprendre et qui interviennent à différents rôles. Et dans l'élevage des abeilles, il faut bien vérifier justement que cet équilibre soit respecté dans la ruche. C'est-à-dire qu'il faut qu'elles aient suffisamment de nectar en réserve pour l'aspect glucide, suffisamment de pollen pour l'aspect protéine. Le mélange des deux s'appelle le pain d'abeille, c'est comme ça qu'elles se nourrissent. Donc c'est vraiment un élevage, c'est comme un berger ou un vacher, c'est qu'il faut vérifier qu'elles aient suffisamment à boire, suffisamment à manger. Je me souviens, en Australie, il y a des régions tellement désertiques qu'on était obligé d'amener des bacs à eau pour le bétail pour abreuver les abeilles. Mmh. On y allait apporter des tonnes et des tonnes d'eau et elles venaient par nuées pour s'abreuver. Donc, même parfois en Limousin, malheureusement, la petite rivière qui passe au moulin, qui s'appelle la Chaume, est à ce moment même où on parle asséchée. Alors que ma grand-mère, qui vit au moulin depuis 60 ans, n'avait jamais vu la rivière à sec. Donc c'est assez dramatique ce qui se passe chez nous. Donc quand même, il y a quand même beaucoup d'étangs chez nous, donc, pour qu'on n'ait pas besoin d'amener de l'eau. Mais pour revenir au métier d'apiculteur, voilà, il faut vraiment veiller à ce qu'est... Normalement, l'abeille, c'est un insecte sauvage. Il est censé se suffire lui-même. Mais comme l'environnement change, il y a de moins en moins de haies, moins en moins de bosquets et moins en moins de rivières. Et il faut être un petit peu plus derrière pour les suivre et les aider à se développer pour qu'au moment où la floraison est maximale, la colonie soit aussi à son apogée pour que les deux se rencontrent et qu'on puisse faire du miel. Mmh. Voilà, l'objectif, c'est d'avoir une colonie saine au moment où la floraison en Limousin, chez nous, au mois de juin, est à son paroxysme. Je pense que j'ai mon temps écoulé. Mais c'est parfait, mais je pense que c'était très clair, Joachim. Voilà. Très clair, tout compris. Donc tu sais que tu peux faire une conférence de 2 minutes 30 sur c'est quoi l'apiculture maintenant. Pas de problème, je suis rodé. Voilà. Et d'ailleurs, on va dans les choix que tu m'as donnés, évidemment musicaux. Il y avait Alain Bachung, l'apiculteur, que je ne connaissais pas du tout. Et donc, on va voir sa version de l'apiculteur. Et donc, pourquoi ce choix ? C'est une chanson qui est très poétique, qui est douce et qui présente bien aussi le travail qui parfois peut être un petit peu long et lancinant, mais poétique. Voilà. Il faut aller jusqu'au bout. Alors voilà, on aurait pu vous laisser la version live qui durait plus de 8 minutes, mais voilà, Fred vient d'arriver, donc j'ai mon stress là qui arrive en me disant il faut que tu termines. J'en avais un, ça allait avec Joachim, maintenant j'ai les deux en face de moi, donc là je me dis c'est fini, je ne peux plus faire autrement. Donc il nous reste exactement 9 minutes pour terminer toute cette petite explication et passer la dernière chanson. Donc on va y arriver, on peut le faire. Donc, Quentin, on va résumer un petit peu pour expliquer un petit peu que donc tu es parti d'une base très très scientifique avec une idée bien précise de ta vie, donc eau et forêt dans un premier temps, et au final tu as juste fait confiance aux signes et aux rencontres dans ta vie pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer. Et là, maintenant, j'aurais envie de dire, si tu avais quelque chose à dire aux auditeurs, à des jeunes que tu rencontres, à des gens qui te demanderaient, est-ce que vous auriez un conseil à me donner, qu'est-ce que tu leur dirais ? Ça me fait penser un peu à la réponse que Otis aurait pu donner dans Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, sur le don de soi, mais je vais passer là-dessus. Non, c'est vrai que je l'ai toujours fait plutôt au feeling et sans jamais avoir une idée très précise de ce que je voulais faire. J'étais assez persuadé qu'en faisant ce que j'aime, forcément, ça allait me mener quelque part. Donc même si ça a été un peu chaotique, on retombe quand même sur ses pattes. Et ça me rappelle une phrase qu'un apiculteur m'avait dite. J'ai été salarié pendant 4 saisons quand même chez différents apiculteurs professionnels. Et l'un d'eux m'avait dit, d'ailleurs Thierry, Marty, si tu nous écoutes, je voulais le remercier, et il m'avait dit Quentin, il faut que tu te fasses confiance et vas-y quoi. Et donc ça fait très plaisir quand quelqu'un nous dit de se faire confiance, c'est qu'on la mérite cette confiance, donc ça m'avait bien boosté quoi. Et d'ailleurs tu t'es tellement fait confiance que tu as décidé très rapidement d'aller voir de l'autre côté encore du globe, du côté de l'Asie, ce qui s'y passait. Donc très rapidement tu peux nous parler de... En quelques mots, c'est vrai que j'aime toujours voyager, même si je suis quand même implanté maintenant en Limousin pour de bon, enfin on verra bien. Au détour d'un voyage au Japon, j'ai réussi à tomber par hasard sur un pâtissier français qui était en train de signer des boîtes de macarons à Tokyo, et il se trouve que c'était le PDG en personne de la filiale de Pierre Hermé, et donc le courant est très vite passé, il m'a dit on se tutoie, tu repasses me voir à mon bureau, etc. Et c'est vrai que ça fait 2 ans et demi maintenant qu'on a établi un partenariat entre Miel du
Dumoulin et Pierre Hermé Japon. Donc merci Richard du coup de main et des pots de miel du moulin qui sortent de Saint-Sulpice-les-Feuilles et qui finissent à Tokyo. Ça c'est cool. C'est ça, je pense que il y a quand même peu de personnes qui peuvent se targuer de dire moi on parle de moi à Tokyo. Donc voilà. Moi je viens juste de demander à Fred s'il voulait bien me donner déposer des flyers pour le salon de la semaine prochaine à Paris. Mais bon, je vais viser Tokyo la prochaine mais fois. Ça m'empêche pas d'oublier les petites boulangeries de Saint-Sulpice-les-Feuilles non plus, hein, j'y suis très attaché. C'est vrai que c'est important. Et comme tu dis, ça vient aussi de ce côté, mais qui ne tente rien n'a rien. Qu'est-ce que j'ai à perdre? Rien. Qu'est-ce que j'ai à gagner? Tout. Ça, c'est mon mantra. Moi. Des fois, on perd un peu de temps, mais bon, c'est pas grand-chose. Oui, mais c'est par rapport à ce que tu peux récolter derrière. C'est sûr. C'est super important. Ouais. Alors moi, je voulais venir à voilà, ton mantra ou ta citation. Ce serait... Fais-toi confiance, quoi. C'est ça. C'est quelque chose qu'on m'a dit un jour et que je voulais répéter. Ouais. D'accord, fais-toi confiance. Alors, avant de passer au petit questionnaire de Proust très rapide, je vais quand même rappeler un petit peu ton actualité. Donc, notre actualité, oui. À savoir que le week-end prochain, donc 12 et 13, réservez votre week-end parce que c'est le salon du bien-être à Fromental. Alors, c'est où Fromental? Fromental, c'est à côté de Bessines-sur-Gartempe. Ça va être Fromental en fête. On a un salon du bien-être, mais pas que. Parce que nous avons également des producteurs locaux, des artisans, des personnes dont Quentin qui va venir pour nous présenter son miel du moulin. Quentin, d'ailleurs, tu es partenaire officiel du salon, c'est-à-dire que non seulement tu viens, mais en plus tu vas offrir des pots de miel pour les 120 visiteurs. Donc alors on va répartir ça sur la journée. Donc on va en offrir le matin, début d'après-midi, le samedi et le dimanche. Donc, voilà, comme chez le médecin, matin, midi et soir. C'est ça, matin, midi et soir, exactement. Pour vraiment que tout le monde puisse avoir la chance de goûter tes pots de miel. On a commandé le soleil, il est là. La météo nous a fait très peur la semaine passée parce que ça annonçait de la flotte pour le week-end et tout compte fait, ils annoncent 28 degrés maintenant. Donc on va pouvoir profiter. Donc venez vraiment à Fromental. On a entre plus ou moins 35 exposants donc en bien-être et en exposants donc artisans et producteurs. Et on a surtout dimanche un méga vide-grenier qui au départ était un petit vide-grenier, mais là je suis en train de pousser les rues de Fromental. On est à plus de 30 inscrits pour l'instant pour le vide-grenier. Donc voilà, venez à Fromental, venez visiter notre belle campagne. On a plein de choses à vous montrer. Voilà. Donc, petit questionnaire très rapide. Et là, on est sur du tac au tac. Ah oui. Alors, dis-moi, Quentin, ta vertu préférée? Sincérité. Sincérité. Les qualités que tu préfères chez les autres? L'humour. Ton principal trait de caractère? L'humour. Ce que tu apprécies chez tes amis? J'ai le droit de dire l'humour. Votre occupation préférée? L'humour? Non, aller au resto avec les amis, la famille. D'accord. Ton rêve de bonheur? J'y suis, c'est pas trop mal. D'accord. Quel serait ton plus grand malheur? C'est une question très difficile. Hein. Perdre des proches et perdre l'espoir. D'accord. Ce que tu voudrais être? Je me débrouille pas trop mal. Je sais pas si on a le droit de dire ça. Mais bien sûr. Ouais. Tu as tous les droits ici, Bon. donc c'est ça qui est chouette. Ta couleur préférée? Bleu azur. Bleu azur. Ton animal préféré? Et un animal migrateur qui va au chaud l'hiver. Je sais pas. D'accord. Ton héros ou ton héroïne de fiction préférée? Je passe. Et ton héros ou ton héroïne, pardon, dans la vie réelle? J'ai eu la chance de rencontrer Hélène MacArthur un jour. C'est une personne qui avait battu un record du Tour du monde à la voile en 2005, je crois, et qui aujourd'hui travaille dans le développement durable. Donc faire seul le Tour du monde, plus passer du temps pour les autres après, c'est assez classe. D'accord. Et le don de la nature que tu voudrais avoir? Faire pleuvoir, parce que ça va être très important bientôt. Ça, je pense. Et surtout dans ton métier. Alors, Quentin, nous voilà arrivés au terme de cette émission. Tu as survécu. C'est bien. Comment, si tu devais résumer en 3 mots, comment tu as vécu cette émission, notre discussion et ce premier contact? Très humain, c'est un super échange, un peu de stress avec la radio parce que c'est une première, et sinon motivant pour la suite. Ok, voilà, écoute, merci beaucoup. Je vais laisser, t'as vu Joachim, je suis dans les temps. Pile poil. Pile poil. Donc, on va terminer avec Motorhead. Oui. Et donc, c'est Heroes. Et tu peux nous dire simplement pourquoi? En une fraction de seconde? En fraction de seconde, c'est la chanson qu'on écoutait, l'original de Bowie avec mon père en allant au lycée. Et puis la reprise par Motorhead, elle est un peu plus péchue. Et je fais un petit clin d'œil à Ho qui me l'a fait découvrir.
Ok. Eh ben, en tout cas, Quentin, merci beaucoup. Et ben, nous, on se voit vendredi pour préparer le salon. Et puis, ben, les garçons, bonne émission. Merci. Et à très bientôt. À très Au revoir. bientôt. Bonne fin de Salut. journée. Prenez soin de vous. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.